Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous allez partager avec nous ce matin, on en est sûr, un beau moment, puisqu'on va voir comment certains artistes agissent pour préserver la diversité culturelle et artistique des peuples autochtones. On va développer cette thématique, vous le voyez, avec deux artistes qui sont à mes côtés, qui vont partager avec nous leurs expériences et leur regard donc, sur leur héritage. On a Rodrigo Tremembe, qui est designer indigène brésilien, accompagné de Samuel Bastianini, qui est le traducteur-interprète. Et puis Inatea Colombani, artiste polynésienne, avec vous. On va parler en français. Vous êtes exposante sur le banquet Outre-mer. Et pareil, pour Rodrigo, on a la possibilité de voir quelques-unes de ses créations sur le banquet Brésil. On vous présentera tout cela en photo dans quelques instants. Avant cela, Inatea, on va mettre en lumière justement la culture polynésienne. Ce matin, vous êtes ambassadrice de cette culture et de ce fait, vous œuvrez pour la sauvegarde, la préservation et la transmission pluridisciplinaire des arts, des savoir-faire, des pratiques artistiques et culturelles traditionnelles qui sont propres au peuple Maoai. Je ne sais pas si ça se prononce comme cela, Maoi, à l'échelle donc régionale de l'ensemble de l'Océanie. Et pour cela, vous aviez fondé dans un premier temps une école de danse en 2008. Ensuite, vous avez élargi votre enseignement aux arts traditionnels polynésiens pour le chant, la percussion, les costumes et l'histoire en général. Et en 2016, vous avez co-créé avec votre conjoint, qui est d'ailleurs présent ici ce matin, le premier centre culturel privé de Tahiti, situé donc à Papara, que vous avez appelé donc Arioi. Voilà, je le prononce bien. Quelles sont les activités qui sont proposées dans ce centre culturel? Yorana Jeremy, te hin aroneo na mua e amaruia o taupa atu ai te imhana no te e wharereira e te hin aru atu avau e yamana wata umau tupuna no te mea na rātou e af e mea ya tataupa atu ai te imhana. Alors vous êtes votre propre traductrice ce matin. Je viens d'abord, avant de commencer, de remercier mes ancêtres qui ont fait qu'on est là aujourd'hui et qui nous ont accompagnés, toute la petite délégation tahitienne et également l'espace qui est ici et vous tous. Donc je viens de vous dire Yaorana. Et Yaorana en tahitien, ce n'est pas seulement dire salut ou bonjour. Il y a le mot ora, c'est la vie. Et donc je viens d'honorer vos vies en vous reconnaissant. Donc c'est un mot très important pour nous. Et avant justement de parler de soi, pour moi c'était important de parler de mes ancêtres et de parler de cet espace. Donc Maru Jérémy. Alors nous avons décidé de créer le centre culturel. Tout simplement en Polynésie, il faut savoir qu'on a eu plusieurs phases de colonisation et notamment le christianisme qui a fait qu'on a perdu énormément de nos savoirs et notamment par exemple le tatouage, le travail des couleurs, les chants, les danses, ainsi que les percussions. Et pour nous, c'était important de créer cet espace pour notre communauté. Petite, je rêvais d'apprendre plein de choses de ma culture, et sauf que, étant petite jusqu'à l'âge de 26 ans, toujours aucun espace chez nous. Et c'est comme ça qu'on a créé avec mon conjoint. On a fait un prêt bancaire à notre nom et on a retapé un bâtiment pour créer cet espace qui a 10 ans aujourd'hui et qui nous permet de tirer ces lignes du passé et d'accompagner justement nos nouvelles générations et celles qui ne sont pas encore nées à être présents dans leur environnement et d'être toujours également ouvert sur l'avenir. C'est pas non plus quelque chose qui ferme complètement. Donc c'est pour ça qu'on a créé le centre culturel Arioi. Donc l'idée c'est de rattacher le Polynésien à son histoire, on l'a bien compris, tout en lui apportant une vision claire sur son avenir, puisque vous avez développé deux projets socio-culturels. On va les développer. Le premier c'est Taupiti. Qu'est-ce que ça veut dire Taupiti? Taupiti, au fait, ça veut dire célébration. Et donc, pour nous, c'est un festival qui nous permet d'enseigner l'art qu'est le tapa. Donc, c'est notre art aujourd'hui. Là, vous pouvez voir une photo d'une de nos œuvres qui était exposée à la Biennale de Sydney l'année dernière. Et le tapa, donc ce que je porte, et également, je pense qu'on peut vous faire passer dans les rangs le libère. Vous allez pouvoir toucher un petit peu les matières. Le tapa, c'est ce qui a enveloppé nos ancêtres de la naissance à la mort. C'est ce qui a
intégrer le Polynésien dans son environnement, en connexion avec les phases lunaires, en connexion avec les plantes. Et pour nous, c'était important de créer ce festival avec les arts, de la danse, de la musique. En gros, c'est de créer une grosse vague qui permet ensuite de donner le focus sur le tapa. Qu'est-ce qui se passe durant ce festival? Durant ce festival, il y a des ateliers de musique, il y a des ateliers de chant, il y a des ateliers de danse. Et ensuite, il y a l'atelier de tapa qui va au fait rythmer, parce que vous allez voir tout ce qui va passer dans vos mains, ça rythme réellement le temps. Et il y a des ateliers de teinture naturelle. Donc là, je suis fière de porter ces couleurs. Le rouge, c'est sacré pour nous. Sauf que la fabrication des teintures, par exemple, avait totalement disparu de nos savoir-faire. Et durant ce festival, c'est ce qu'on offre à notre communauté. À tous les publics que vous souhaitez toucher, ancienne génération et nouvelle génération. À tous les publics, et il faut savoir surtout que ce qui est intéressant, c'est qu'on part également dans les îles. Donc vous devez imaginer que la Polynésie, c'est aussi grand que l'Europe. Sauf que nous, on n'a pas de train qui nous permette d'aller d'un point à un autre. Il faut qu'on prenne le bateau ou l'avion, parce que ce sont des petites îles qui sont très séparées. Et donc, ce qui fait que les savoirs se sont perdus également. Et pour nous, c'est intéressant de faire bouger notre festival d'île en île et d'aller à la rencontre des anciens qui, eux, ont complètement perdu ces savoirs. Mais au final, quand on leur donne les noms de certaines couleurs, les noms de certaines choses, et ben, la mémoire est réactivée. Et ça, pour nous, c'est vraiment important parce qu'ils redeviennent passeurs culturels au moment au fait, où ils ont cet impact. Et là, au fait, les lignes sont tirées, justement, et surtout, j'ai envie de dire, plus solides. Et comment ils perçoivent ça? Alors, la communauté, elle est super. Tout le monde nous soutient au niveau de notre communauté. Ce qui est plus difficile, c'est le politique, ça, il faut le dire. C'est toujours plus difficile d'avoir cet accompagnement. Mais aujourd'hui, notre communauté nous soutient. Un exemple, on est arrivé lundi matin, mardi, c'était l'installation. Et un jeune qui fait partie de l'équipe de l'événement est passé et a vu le tapa. Et il nous dit, mais c'est du aouté. Donc il commence à donner le nom de la plante. Et je lui dis, mais attends, mais comment tu sais? Parce que tout le monde a oublié. Et il me dit, oui, ben, j'ai appris avec quelqu'un à Tahiti, un copain. Je lui dis, mais comment il s'appelle ton copain? Et c'est Thomas. Et Thomas, en fait, fait partie de nos animateurs qu'on a formés et qui s'est mis à apprendre à ce copain-là. Imaginez le moment, en fait, pour nous, de consécration. Oui, c'est une fierté de voir que finalement vous arrivez à transmettre ce savoir-faire. Et ça, c'est l'objectif. Avec Moué, justement, ça a tellement été perdu et dormant que notre objectif, c'est que tout le monde puisse en refaire. Voilà. On va parler justement de ce deuxième projet, le Tapao, qui vient donc redonner ses lettres de noblesse au tapa que vous évoquiez, qui est une étoffe végétale. On voit là une photo sur le processus de fabrication. De quelle manière vous avez réussi à remettre le procédé en place? Alors, il faut savoir que plus de 250 ans de fabrication ont été perdus. Pourquoi? Déjà, c'est surtout en 1840, l'introduction de la cotonnade, donc ce qu'on porte aujourd'hui en Polynésie, va faire arrêter la fabrication. C'est plus facile de s'habiller avec du coton que du tapa, j'avoue. Et tout a été oublié. Et donc, nous, à Tahiti, avec mon conjoint, on n'avait pas de mentor. Seulement l'archipel des îles Marquises a continué à le faire. Et les femmes, en fait, ont continué de battre du tapa pour les menstruations, pour leurs serviettes hygiéniques. Et vous allez voir que ça nous amène dans un univers qui parfois nous dépasse de toute façon en tant qu'humains. Et donc avec mon conjoint, on s'était dit, bon, il faut qu'on y arrive et tout. On fait quelques petits ateliers, on se plante totalement, on se trempe de plantes parfois. Et un jour, Myriama, au fait, qui est là-bas, qui est l'ancienne directrice du musée de Tahiti, nous appelle et nous dit, j'aimerais dynamiser le musée, j'aimerais créer de la médiation avec la communauté. Et au fait, ce moment-là a fait un déclic parce que les membres du musée scientifique, dans les livres, étaient avec une équipe tout-terrain pratique, donc, parce qu'on est des bulldozers. Et il fallait traduire tout ça et on a concrètement. Travaillé ensemble. Et à un moment donné, on me raconte la légende de Hinatutuha, la déesse de la lune qui fait du tapa. Et on me dit, elle fait du tapa à la pleine lune. Et donc je pose la question, mais pourquoi? Impossible de répondre. Et au final, ce qu'on a fait avec mon conjoint, on s'est bloqué 2 mois
non-stop. On a battu du tapa toutes les nuits et on s'est rendu compte que 3 nuits avant la pleine lune et juste 3 nuits après, la sève remontait dans les arbres. Et donc, à ce moment-là, on avait une étoffe beaucoup plus souple et facile à battre. Donc, au fur et à mesure, on a affiné. Et maintenant, je rigole un peu quand je dis, mon mentor, au fait, c'était la lune. Mais on comprend aussi que la lune, pour nous, c'est la déesse de Hina. Et clairement, en fait, ça nous boucle, ça nous fait un cycle et ça nous rapproche encore plus de notre histoire, encore plus de nos traditions, quoi. Comment on bat le tapa? Vous parliez de cette technique vous bien savez, particulière. Moé va vous... voilà, devant, en fait, on va mettre là et vous pourrez venir voir juste après. On a mis un rouleau et un battoir. Oui. Et donc, ce rouleau-là, déjà, à chaque fois, j'explique, la plante, elle a besoin de 2 ans minimum pour avoir sa maturité. On va attendre 4 ans, là ça fait des tapas d'exception comme sur le stand, vous allez voir, ils peuvent faire 4 mètres de haut. Et il y aura un procédé de fermentation. Ensuite, on va utiliser le battoir. Les stries les plus profondes vont nous permettre de casser la fibre et au fur et à mesure, on va affiner le travail. C'est ce que vous faites là? C'est exactement ce qu'on fait. Vous avez un support en bois en fait, sur lequel vous posez oui. le tapa. Au fait, donc ce support s'appelle Tutua et tous ces noms-là en tahitien, il y a 10 ans, je ne savais pas comment ça s'appelait. Comment vous les avez retrouvés? À quel point? Dans les livres, avec le musée. Et aujourd'hui, on a créé des chants, on a créé des chorégraphies. Aujourd'hui, le tapa à Tahiti, tout le monde en parle. C'est merveilleux. Moi, je dis, on a fait du lobbying, c'est trop génial. Tout le monde en porte aussi ou pas? Alors, un peu plus compliqué, il faut déjà planter. Tout le monde m'en commande. Tout le monde m'en commande, notamment pour les mariages. Alors, je rigole, je dis déjà, tu n'es pas une taille 36. Hein. Déjà, il faut que je fasse le tapa pour moi. Après, tu vas venir faire ton tapa. Mais effectivement, maintenant, je suis contente parce qu'il y a une véritable réappropriation et connexion à la matière, quoi. Là, on va voir une photo, justement, vous parliez tout à l'heure de la réalisation qui a été présentée à Sydney en 2024. Quels sont les symboles qui figurent sur ce tapa? Alors, je vous présente Taura. Et Taura en tahitien, en fait, ça signifie les animaux totems. Donc, ce tapa, il a été réalisé. On ne trouvait pas de thème. On était un collectif de makers, de batteuses de tapa de plusieurs îles. Et on avait du mal à tomber d'accord sur un thème. Et à ce moment-là, en fait, on s'est assis sur le ngatu de Tonga, donc le tapa de Tonga. Et notre sœur de Tonga a lu un poème. Et j'ai vu un lézard se positionner sur le tapa, une araignée, etc. Et je me suis dit, pour moi, l'objectif, donc, je suis danseuse, j'ai raconté l'histoire de mes ancêtres en dansant avec une chorégraphie, mais comment le faire en langage visuel? Et à chaque fois, en fait, j'attends qu'il y ait un signe. Et donc, en voyant ces animaux-là, je me suis dit, je vais parler des Taura. Mais la manière dont j'avais envie ensuite de les dessiner, donc déjà, en fait, vous allez voir qu'il y a des espaces qui sont plus sombres et d'autres beaucoup plus clairs. Donc parce qu'au fait, il y a une relation entre 2 espaces pour les Polynésiens. Tepo, l'espace du sacré, du divin ou de la nuit. Teo, l'espace au fait du vivant, du jour, sachant que justement Tepo est également un espace fertile de conception, etc. Et pour moi, c'était important parce que les Taura viennent également du pot pour nous raconter quelque chose, pour nous prévenir, pour nous apporter un message. Et donc, il fallait jouer avec les couleurs pour faire en sorte qu'on raconte cette histoire. Ensuite, je me suis également inspirée de motifs de tapa qu'on a retrouvés dans les collections de musées, avec des C inversés un peu Coco Chanel là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai recréé cet imaginaire d'animaux, les animaux avec ces C. Donc on peut voir une tortue, on peut voir un chien, on peut voir ce qu'on veut au fait aussi. Et donc Taura a beaucoup impacté, et surtout j'ai envie de dire les aborigènes qui étaient présents à Sydney, qui beaucoup au fait ont été interpellés par les motifs et m'ont raconté que c'était des motifs qu'ils avaient dans leur caverne. Et donc pour moi j'étais heureuse parce que on parlait justement d'humanité, et ça c'était important. C'était pas juste d'affirmer ouais, Tahiti's in the place, quoi. C'était pas du tout ça l'objectif, mais c'était de pouvoir dialoguer avec les autres cultures, quoi. On va revenir à la technique parce que là on a un tapa qui est coloré, celui que vous avez il est neutre, il est blanc, il n'y a pas de teinture là-dessus, on est d'accord? Il est petit mais ça va. Nous, est très discret.
Comment vous faites pour colorer un tapa comme celui-ci et comme ceux qui sont d'ailleurs présentés, je vais les montrer, sur votre espace consacré à vos réalisations? Alors, donc, pour tout vous dire, donc la préparation déjà de l'écorce, ça nous a pris du temps. Et ensuite, la recherche des couleurs également, ça nous a vraiment... j'ai fermé mon école de danse pour avoir plus de temps dans la recherche. Parce qu'aujourd'hui, vous consacrez tout votre temps et votre énergie à ça? Et à la danse aussi, mais voilà, d'une autre façon. Mais surtout à la recherche. Et donc, les livres, mais les livres, en fait, c'est pas les livres qui font, quoi. Donc, tu peux lire une phrase, déjà, ça veut rien dire quelquefois, mais il faut le pratiquer. Et après, il faut le pratiquer au bon moment. Et c'est pour ça que j'insiste sur les phases lunaires et sur les périodes d'abondance. On a 2 saisons en Polynésie, la période d'abondance, Matari Ini 1, et où les baies vont avoir plus de jus, etc. Les racines vont être plus juteuses. Et donc, c'est tout un procédé. Par exemple, le rouge que vous voyez là à l'écran, clairement, 2 jours avant de prendre l'avion, on était en train de le faire. On est parti récolter des baies et des feuilles. Donc ce ne sont que des pigments naturels que vous utilisez? Des pigments 100% naturels. On a du végétal. On peut également avoir donc de la terre, minérale. Et on peut avoir également, on utilise parfois de l'animal. Et c'est pas du sang qu'on utilise, par exemple, c'est de l'encre de pieuvre. Et donc, on peut avoir différents styles de noir, différents rouges, etc. Le jaune, par exemple, ça va être la racine de noni, c'est le Morinda citrophilia ou... Voilà, ça. Et donc, mais pour nous, c'est un autre rapport également qu'on a créé avec la nature, parce que c'est ma sœur de Niue, ma tapa sister de Niue qui dit, depuis qu'elle fait du tapa, elle a les yeux du tapa maintenant quand elle regarde la nature, et c'est exactement ça. On va regarder une feuille différemment, on va regarder une racine différemment. Vous les regardez et vous transposez finalement l'usage que vous allez en faire. Et par contre, là, le procédé qu'on a pu, on va dire, innover, c'est de fixer la couleur. Et là, on a récolté des résines autour de nous, donc sur plusieurs arbres résineux. Et c'est comme ça, au fait, qu'on a pu fixer la couleur, chose qui a complètement disparu, parce que certains tapas qui sont faits en Polynésie actuellement sont faits avec de l'encre de Chine ou de la gouache ou de l'acrylique. Et nous, au fait, non, notre cahier des charges, c'est 100% naturel. C'est quelque chose de noble, justement. On veut continuer à avoir cette conversation avec. Qu'est-ce que vous faites avec un tapa de 4 mètres là, qui est présenté vous le portez ou c'est juste là pour la beauté de la création? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ce tapa de 4 mètres, c'était vraiment un challenge. Parce que quand on nous a dit exposition au Grand Palais, Biennale, je dis waouh, c'est balèze, quoi. Là, il y a une verrière, il faut qu'on aille toucher les étoiles, il faut qu'on tire nos tapas vers nos divinités. Et donc, clairement, pour nous, c'était de marquer cette ascension. Donc là, par exemple, on a représenté Matari, qui est au fait, ce sont les Pléiades. Tout simplement parce que le 21 mai, en Polynésie, on a célébré Matari Iraru, c'est-à-dire qu'on ne va plus les voir. Mais je me disais, c'était l'ouverture. Voilà, on célèbre avec vous Matari, parce que c'est ce qu'on fait avec nos élèves. Mais normalement, aux temps anciens, quand je dis aux temps anciens, on se retrouve au XVIIIe siècle, nos ancêtres s'habillaient avec du tapa. Donc nos ancêtres n'étaient pas nus avec des plumes sur la plage. Il faut vraiment arrêter ce mythe. Ce cliché. Là, ça m'agace. Mais vraiment, ils portaient des tapas et c'était l'excellence. Parce que, pareil, on retrouve là, les musées justement européens nous ont ramené, nous ont prêté des objets qui sont partis de chez nous et on retrouve la mémoire, on retrouve l'excellence de nos ancêtres, c'est-à-dire des pièces qui sont aussi fines qu'un Kleenex et qui n'ont aucun trou. De quelle manière c'était porté? Parce que là, vous l'avez autour de votre taille. C'était la Fashion Week aux temps anciens, chez nous, tous les jours. Il y avait à la fois des grosses robes de hura qui étaient beaucoup plus utilisées pour les cérémonies, pour les danses, etc., cérémonielles. Mais sinon, ça pouvait ressembler à des ponchos. Ça s'appelle un tiputa, ou encore des maros, donc c'est juste une façon d'attacher. Et encore, on pouvait également avoir des imperméables de tapa, c'est-à-dire qu'on les gardait toujours plus épais et on les imperméabilisait avec du mono-œil, de l'huile de noix de coco. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'était la Fashion Week. C'est pas c'était vraiment la Fashion Week, parce qu'il y avait une façon de porter
nos ancêtres, le beau était important, hein, et donc ils portaient ça de différentes textures, de différentes couleurs, et voilà. C'est une matière qui est résistante, que l'on peut mouiller par exemple. Et c'est là justement que le cliché il est né. Merci pour cette question. C'est parce que justement, il faut imaginer, nos moyens de transport aux temps anciens étaient des pirogues doubles avec des voiles qui ressemblaient à comme des pinces de crabe, par exemple. Donc des voiles étirées. Et lorsque nos ancêtres vont voir les premiers bateaux arriver, ça va être une pirogue, une coque avec des voiles rectangles. Qu'est-ce qui se passe de toute façon? Le Polynésien va aller voir. Et donc certains qui n'avaient plus de place sur certains vont se dévêtir et vont retirer leur tapa pour ne pas les mouiller. Parce que quand vous allez commencer à faire votre tapa, vous allez comprendre que c'est précieux. Ça se désintègre à l'eau. Hein. Et donc, arrivé sur le bateau, voilà. Et d'où le cliché qui est arrivé que tout le monde était à poil et que c'était biche partie. Pas du tout. Tout est lié au tapa, on l'aura compris ce matin. Et votre but, évidemment, c'est de redévelopper le tapa dans chaque île par le biais de kits de confection et vous former des batteurs de tapa qui pourront ensuite transmettre leur savoir-faire. Exactement. Donc là, c'est la formation Tapao. Donc c'est un autre archipel des Australes qui est plus bas. Et eux, au fait, appelaient leur tapa les parurés. Donc c'est un autre nom utilisé. Et c'est ce qu'on a fait. On a débarqué sur l'île avec, invité par la Fédération des artisanes qui font en fait du pandanus. Donc il faut savoir que dans les années 80, en fait, la Polynésie française, décision politique, a sectorisé son artisanat. Le tapa est resté dans l'archipel des îles Marquises. Les Australes ont plus fait du tressage, alors qu'il y avait des tapas d'exception également dans cet archipel, notamment un très beau tapa qui est actuellement en fait, aux États-Unis, à Salem, au musée Peabody, si je ne me trompe pas. Mais voilà, donc pour vous dire qu'il y avait une diversité dans nos archipels. Donc c'est ça notre objectif, c'est que tout le monde se réapproprie ses savoir-faire. Voilà, vous avez élaboré un concept qui s'appelle le tapanisme, qui consiste à développer le processus complet de savoir planter, récolter, fabriquer des outils, battre l'écorce et ensuite préparer les teintures naturelles, peindre le tapa et mener aussi des recherches littéraires et expérimentales. C'est vraiment très complet ce concept. C'est cool, hein, tu as vraiment lu tout le document qu'on a envoyé, c'est génial. Donc effectivement, le tapanisme, on s'était dit, et ça c'est une amie artiste Rotimake qui nous dit, vous savez, il y avait bien fauvisme, impressionnisme, pourquoi vous n'allez pas créer au fait votre mouvement? Et le oui, tapanisme. Le tapanisme, on s'est dit, c'est cool, et c'est surtout, l'objectif c'est de raconter que on tient cet art. On accompagne cet art et on sert le tapa de A à Z, de la plantation jusqu'à la fabrication de nos outils, du battage aux couleurs. Donc c'est ça le mouvement. Et qu'est-ce que vous faites pour ne pas tomber dans le piège du folklore, parce que c'est quand même parfois la tentation, on va dire, et rester le plus authentique possible? Très bonne question. Donc ne pas tomber dans le folklore quand aujourd'hui on nous met beaucoup de clichés. Oui. Jusqu'en 2025 ou voilà. Donc c'est d'à chaque fois en fait me repositionner. Justement, je viens de répondre que nos ancêtres n'étaient pas à poil. Voilà. C'est d'expliquer également la démarche. Donc c'est beaucoup de pédagogie. En soi déjà. En soi pour raconter au fait nos traditions et de ne pas juste faire les choses pour plaire. Ça, et c'est là qu'on bascule dans le folklore, c'est là qu'on bascule dans la carte postale à répondre justement à une commande touristique. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui. Je crois. Quel est le bilan que vous faites? Vous parliez du 10e anniversaire de votre centre culturel. Quel bilan vous faites de ces 10 ans d'activité avec votre mari? C'est un bilan exceptionnel. Hier encore, une autre élève qui était au centre était venue et elle fait un master maintenant d'art ici en France. Et c'est incroyable parce que d'une certaine façon, on a pu donner des graines à eux à les arroser maintenant, à nos élèves. Mais exceptionnel. Le centre va fermer ses portes cette année. Oui. Pour quelle raison? Des raisons qui me titillent encore, mais des raisons, on va dire, politiques. Mais encore une fois, on a décidé de rebondir. Qu'est-ce que vous allez développer alors après que ce centre ait fermé ses portes? On va retourner sur nos terres déjà.
parce qu'actuellement, en fait, on loue un bâtiment communal qu'on a retapé. Et donc, on va le rendre et on va aller sur nos terres. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on va créer le sanctuaire dont on a toujours rêvé de Aouté, donc de mûrier à papier. C'est la plante justement pour les tapas. Il faut savoir que à Tahiti, par exemple, on a le plus grand jardin maintenant de Aouté. Et nous, notre objectif, c'est d'en faire un sanctuaire avec une pépinière pour que les familles puissent venir à nos côtés, reprendre ces plants-là et ensuite les replanter chez eux. Donc, c'est un mal pour un bien. Bon, j'avoue, quand j'ai eu l'annonce, j'étais pas dans cet état. J'avais envie de taper tout le monde, mais il fallait que je me calme. Aujourd'hui, avec du recul, avec justement plus de recul, non, je me dis c'est un mal pour un bien. On va retourner sur nos terres. Ça vous permet de vous concentrer sur autre chose. On va se concentrer sur les racines, sur justement qu'elles prennent. Et voilà, et surtout, on va être loin justement du jeu politique et on va beaucoup plus travailler avec notre communauté, chose qu'on sait déjà faire en fait. En tout cas, bravo, merci beaucoup pour cette présentation ce matin. Je rappelle, Inatea Colombani, vous êtes artiste polynésienne et on peut vous retrouver sur le banquet Outre-mer avec notamment les créations qui sont présentées ici sur l'écran. Restez avec nous. À nos côtés désormais, on a Rodrigo Tremembe, vous le voyez, designer indigène brésilien qui est à nos côtés. La traduction est assurée en direct par Samuel Bastianini qui va prendre le micro. Merci en tout cas Rodrigo d'être avec nous. Vous êtes autochtone donc du peuple Tremembe et vous vivez dans le village du Corrego Joao Pereira à Itarema dans l'état du Ceará, situé au nord-est du Brésil. Vous regarderez sur Google Maps là où c'est situé. C'est ce que j'ai fait pour préparer cette interview. Vous avez créé la marque de vêtements Tremembe pour promouvoir donc la diversité des peuples autochtones afin de casser les stéréotypes aussi. C'est la même chose que vous, Inatea, notamment avec une certaine vision diffusée par le colonialisme. C'est ce que vous dites. Pour quelles raisons ? Bon, d'abord, je voulais vous présenter un chant. Je peux... Ajuage kunge nereraso chianare ajuage kunge hereriquatianare. Donc ces chants, ils parlent d'une brodeuse qui brode et qui fait un théa, c'est une espèce de tissu. Et comme je suis en train d'apporter cette façon plutôt indigène et la culture de mon peuple liée au tissu, j'aime beaucoup ces chants dans notre langue. Et ça, c'est en aguaïm. C'est mon objet qu'on utilise dans nos rituels. Et le rituel tauren. Et cet aguaïm a été fait par le paget, c'est le chef du clan. Il s'appelle Luis Caboclo. Et j'ai écrit 2 phrases ci-dessus qui sont très représentatives pour moi. L'une d'entre elles dit « L'ancestralité, c'est l'eau qui mouille mes racines. » Et l'autre, elle dit « Les vies présentes et passées sont interliées. Nous sommes le résultat de beaucoup de choses et beaucoup de voix. Et chaque pas qui est donné est le reflet d'une longue marche de nos ancêtres. Et notre collectivité, notre ancestralité, c'est ce qui nous rend forts et résistants. » Je vais reposer la première question, si ça peut vous aider. Je disais qu'il a créé donc la marque de vêtements Tremembe pour promouvoir la diversité des peuples autochtones, pour casser aussi donc les stéréotypes, notamment la vision qui a été diffusée par le colonialisme. Pour quelles raisons vous avez voulu démontrer que finalement il n'y avait pas de stéréotypes dans votre peuple ? Quand j'ai commencé avec cette marque au Brésil, il n'y avait pas beaucoup de marques indigènes. Et nous ne nous voyions pas dans les magazines, dans les passerelles, dans les milieux de la mode. Et quand on nous voyait, c'était plutôt d'une façon stéréotypée. Au Brésil, il y a cette idée que l'indigène,
Il a plutôt il doit avoir un cheveu spécifique, une tête spécifique, mais à vrai dire, nous sommes très différents. Actuellement, nous comptons 305 peuples indigènes au Brésil. Nous parlons plus de 270 langues et mon peuple, il en fait partie. Donc mon peuple, il représente ces différentes stéréotypes. C'est de ça qu'on essaye de s'éloigner. Mhm. Donc la marque est venue pour montrer, pour présenter cette diversité et de rompre avec ces stéréotypes. Quand j'ai commencé, j'ai passé pour une expérience de racisme dans un réseau social pendant la pandémie, où les gens ont questionné, ils ont interrogé ma tonalité de peau en disant que j'étais trop blanc pour être un indigène. Donc j'ai décidé de représenter les indigènes, que ce soit de mon peuple, que ce soit d'autres peuples, en transmettant cette diversité. Parce qu'au Brésil, nous avons des indigènes avec des tonalités plus blanches, des yeux bleus, nous avons des indigènes avec du vitiligo. Et ça, ce n'est pas présenté au monde. Le monde ne sait pas ça. Tout ça, c'est un fruit de la colonisation, hein, c'est un mélange des races, des différentes personnes. Mais nous gardons notre sang indigène, notre culture, nos traditions. Et c'est ça qui nous rend un symbole de résistance. Et vous êtes autodidacte, vous n'avez pas suivi de formation de stylisme. Comment vous avez appris? Oui, je suis autodidacte. J'ai appris ça, à réfléchir sur cette culture des tissus et ces mélanges avec ma grand-mère. Elle s'appelait Rosa Susana. Elle était en leader dans mon peuple, dans un peuple indigène, à João Pereira, la ville d'où je viens. Et elle avait une technique pour peindre les tissus avec le mokororo. Le mokororo, c'est un boisson sacré pour mon peuple et que nous utilisons dans les rituels de notre peuple. Et elle utilisait ça pour peindre ses vêtements avec ces liquides de la noix de cajou. Et en 2022, on le voit là à l'image, vous avez créé cette robe appelée Yabuti avec un imprimé donc, qui symbolise la tortue et également le graphisme Yipitak. Qu'est-ce que vous vouliez raconter à travers cette robe que l'on voit là? Donc la femme que vous voyez, c'est ma cousine, Véronica Tremambé. Et cette robe, il apporte la peinture du jabuti, qui pour nous, c'est un animal qui représente la longévité et une vie longue, et aussi lié à l'ancestralité. J'ai dédié cette peinture à ma arrière-grand-mère, qui c'était aussi en leader. Donc cette nuit, en plus, j'ai fait un rêve avec elle, un rêve d'elle, où je l'ai vue à côté des racines d'un arbre du cajou et qui ça a été transmis en fait d'une génération à l'autre. Elle était avec sa famille. Elle était avec cet arbre, elle a appartenu à mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, à ma mère et actuellement, il m'appartient. Et elle était en forme de jabuti. Et elle nous apportait un message, des continuités, d'ancestralité à nos vies. Donc cette création symbolise cette leadership. On va voir une autre création, une pièce pour Rome, cette fois Pocciano, qui représente aussi des symboles de votre culture. Oui, c'est ça. Donc là, nous avons les serpents chorales. C'est un serpent caractéristique du Brésil. Elle représente pour nous une espèce de soin. Parce que le venin, il peut tuer, mais il peut aussi soigner. Et donc, il en fait partie de nos rituels. Et on va continuer avec ce que vous pouvez voir ici au cœur de ce grand palais en ce moment au sein du banquet Brésil. Là, on voit l'une des pièces également qui est donc présentée. Est-ce que c'est la même que celle que vous portez? C'est le même, mais celui de la photo, il a d'autres éléments qui ne sont pas présents sur celui que je porte. Par exemple, celui-là, il a des écritures. Sur celui-là que j'apporte, il a des écritures sur le dos.
Et le message qui est écrit, c'est que mon identité, ce n'est pas une fantaisie. Alors, est-ce qu'il peut se lever pour qu'on puisse voir de dos son travail, s'il vous plaît? Donc ces écritures, bon, ça a été écrit en portugais. Et il y a plusieurs messages, hein. Il y a un message du protagonisme indigène. Il n'y a pas d'appropriation culturelle. La démarcation tout de suite. E atrás está escrito minha fantasia não é minha identidade. Et tout ça mélangé avec nos peintures et nos graphismes. Quels sont les tissus qui sont utilisés? Ce tissu, il s'appelle Brim. C'est un tissu qu'on peut... Ah, ce sont des tissus plutôt normaux qu'on peut acheter dans des magasins. Mais l'idée de rassembler tous ces petits morceaux, c'est une culture de ma région, du Ceará, de là où je viens. Et ce travail artistique, vous le disiez tout à l'heure, a pour but de rendre visible la mode indigène qui est absente des catalogues, des magazines et des podiums. Oui, c'est bien ça. Vous avez aussi à cœur d'inclure des personnes en situation de handicap ou des minorités comme les afro-autochtones. Pourquoi c'est important pour vous de leur donner cette visibilité? Je considère que la représentativité, elle est très importante pour nous tous. Donc, de la même façon que les personnes ont cette vision stéréotypée que le indigène, c'est juste un visage, au Brésil, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'indigènes avec des indigènes handicapés, des indigènes qui viennent de la communauté LGBT. Donc, comme j'ai beaucoup d'amis et des proches indigènes avec ces caractéristiques et qui, d'une certaine façon, sont effacés, c'est pour ça que j'ai décidé de les représenter dans l'espace de la mode pour leur apporter une certaine visibilité et une certaine voix. Et on va d'ailleurs s'arrêter sur vos deux collections avec Navora qui évoque l'un des rituels de votre peuple, lequel et comment vous l'avez illustré à travers vos créations. On voit la vidéo qui présente votre collection. Donc le torem, c'est notre rituel où nous dansons avec les mains serrées. Donc j'ai apporté ce tapis où on représente les mains comme ça. Donc c'est ce que l'on voyait là, pardon, hein, pour être synchro, Oui, et on revient sur la exactement. collection ensuite. Donc ce tapis, il représente nos mains, nos peintures corporelles, comme vous voyez là, qui sont faites avec du genipapo, c'est un fruit. Celui-là, je me suis peint le 13 et ça dure à peu près à 15 jours. Hein. Ça reste 15 jours sur la peau. C'est pour ça que c'est un peu faible là. Mais normalement, quand c'est tout frais, nous sommes entièrement noirs. Et c'est à travers cela que nous faisons la transmission de ce savoir-faire, du graphisme, parce que chacun a une symbologie différente. Donc sur ces tapis, j'ai décidé de vous apporter, de vous présenter ce graphisme. Nous avons le graphisme du jaboti, le graphisme du cajou, que c'est ces fruits avec lesquels on fait notre boisson sacrée, et le graphisme aussi de la lune. La lune, elle est très importante pour nous parce qu'elle représente la fertilité. Nous utilisons la lune pour nous orienter sur les périodes des pêches, les périodes des plantations. Et il y a aussi une autre peinture où on s'inspire sur la feuille du cajou qui représente la fertilité aussi. L'une de nos leaders qui s'appelle Itamar Tremembé, il nous a toujours raconté que notre peuple est venu dans un arbre des cajous. Donc pendant les périodes de mousson et après l'hiver, nous avons cet arbre, les cajouiers,
Volta um pouquinho. Donc pendant l'époque des fruits, nous étions encore quand l'arbre donne ses fruits. C'est à partir de là que nous naissions. Donc notre peuple est venu de là. Nous sommes tous venus dans Cajou, avec cette idée de se transformer. Et au même temps que nous sommes en arbre, nous sommes aussi en être humain. Ça, c'est la narration de notre origine. Et le Cajou, il est très important pour notre peuple, dans ce sens, parce que ça fait partie des rituels, mais ça fait partie aussi de nos origines. Nous avons une fête traditionnelle, c'est la fête du Cajou, où nous faisons des aliments traditionnels avec ces fruits, et nous dansons le Torem, c'est notre rituel. Voilà, Torem, c'est le nom de la deuxième collection qu'on va présenter dans quelques instants, mais on va revenir à la première. Navura, je vais relancer donc la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelle est l'idée derrière cette première collection? Navura fait partie aussi du Torem, et à vrai dire, c'est un moment de clôture du rituel. C'est un moment où nous sommes dans ce cercle du rituel, tous assis, et nous buvons la boisson sacrée. Donc c'est un moment de partage. Donc j'ai décidé d'apporter ça à la mode comme si c'était une façon de boire la mode indigène. Là, vous pouvez voir des indigènes de mon peuple, de la terre indigène d'où je viens. Ce sont mes proches, mes cousins. Et ils sont habillés avec cette collection où je présente ces graphismes. Quelles sont les matières que vous avez utilisées pour ces deux collections? Est-ce que ce sont les mêmes que la tenue que vous portez aujourd'hui? Oui, ce sont les mêmes matériels, mais il y a d'autres aussi, comme un autre fruit, le pyro. Et là, c'est plutôt une graine très caractéristique de ma région que j'ai utilisée pour faire ça. Et dans cette première collection, j'ai décidé de présenter surtout les peintures corporelles. Donc j'ai beaucoup utilisé cette idée de faire les peintures à main libre. Et voilà. Et on va regarder maintenant la vidéo de la deuxième collection qui s'appelle donc Torem. Vous pouvez nous la présenter également, s'il vous plaît? Torem, bon, c'est notre rituel, comme je vous ai expliqué. Donc, dans cette collection, j'ai décidé de présenter un contexte général du Torem, où dans notre langue native, nous dansons des chants qui parlent des éléments de la nature et de notre culture, comme le guaxinim, c'est un animal, un autre serpent qui s'appelle canina, et jandayak, c'est un oiseau brésilien. Et aussi cet écosystème présent dans notre culture. Et dans cette collection, j'ai décidé de présenter d'autres typologies, comme le crochet, qui est très présent au Brésil, dans cette région, au Ceará, et aussi d'autres éléments qui font partie de notre quotidien. Nous avons des éléments utilisés pour pêcher, que j'ai utilisés sur la partie du cou. Il y a cet objet aussi qui sert pour... et cet objet, en fait, il sert pour pêcher des poissons et d'autres choses. Et j'ai aussi, ou macramé, c'est une technique où on fait des nœuds sur les tissus. Et ce sont plutôt des personnes de notre peuple qui s'en chargent. L'une des pièces présentes de cette collection, par exemple, c'est la pièce principale, où on fait un crochet qui a été fait par une artisan de mon peuple qui s'appelle Bahia Tremembe. Elle a 102 ans et elle produit encore cette technique de crochet. Elle le fait entièrement à la main. Et pour nous, ça c'est très important que ça soit transmis parce que ces pièces artistiques, elles ne sont pas à vente parce que leur idée principale, c'est de faire partie de notre patrimoine. Et pour représenter l'importance de Bahia. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, vous dites aussi que nous sommes ce que nous portons, donc il faut être un consommateur conscient
en s'intéressant à la fois au processus de fabrication des matières premières jusqu'à la main-d'œuvre, en passant notamment par la fabrication et la commercialisation d'un produit. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir conscience de notre mode de consommation, notamment dans la mode? Donc nos vêtements, elles ne parlent pas, mais elles disent beaucoup sur qui nous sommes. Elles envoient des histoires et des messages. Donc en pensant sur ça, c'est très important de réfléchir toujours sur ce qu'on porte, parce que nous sommes des narrations. Et il y a une idée très présente de consumisme. Tout va très vite. Les gens, elles sont en train d'utiliser juste des tendances très rapidement. Donc c'est très important qu'on valorise la production de tout ce qui est fait à la main, de l'artisanat, avec des éléments régionaux, pour qu'on puisse valoriser cette production qui est faite avec une idée, une conscience plutôt locale. Et comment vous comptez continuer à faire connaître votre peuple et à défendre son identité culturelle ainsi que sa culture au sens large ces prochaines années? Moi, j'y crois que la communication, c'est une façon très importante d'utiliser et passer par là pour s'aimer ces idées de notre culture. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai beaucoup de soutien de mon peuple. Là, par exemple, cet espace où nous sommes aujourd'hui, c'est un espace de conquête collective, pas uniquement moi en tant qu'artiste, hein, mais c'est une façon aussi de poursuivre cette culture et de la présenter, mais toujours par la sémence de notre culture. Aujourd'hui, j'ai apporté une publication d'un livre qui a été fait avec un équipement culturel de là où je viens, qui s'appelle Gouya. En fait, c'est un centre de design au Sahara. Et ici, nous avons plusieurs peintures et graphismes de notre peuple. Il y a aussi les histoires derrière chaque symbole. On parle aussi de nos leaders, de nos ancêtres, de nos enfants. Et ça, c'est un pas important pour qu'on puisse assurer cette façon de penser et surtout d'exister. Voilà. Merci beaucoup Rodrigo pour cette présentation. Vous restez avec nous, il est temps de vous laisser la parole. On va vous transmettre un micro évidemment si vous avez des questions à la fois pour Inatea et pour Rodrigo. On a une dizaine de minutes. On peut évidemment déjà les applaudir pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui madame, on va vous laisser un micro. Hop, s'il vous plaît. Bonjour, tout d'abord bravo, parce que c'est vraiment très inspirant tout ce que vous avez partagé. Je suis la créatrice d'une marque de décoration qui vise justement à préserver les héritages et les savoir-faire, et je travaille avec du tissu d'écorce d'arbre, donc c'est vraiment incroyable que j'assiste à cette conférence. Ça vient d'Ouganda, c'est un savoir-faire ougandais que patrimoine de l'humanité, donc c'est le cousin du tapa. Et ce tissu d'écorce d'arbre est fait avec le Ficus natalensis. Donc, j'ai pas très bien compris comment se faisait exactement le tapa, est-ce que c'est une plante ou est-ce que c'est un arbre? Voilà, c'était ça ma question. Super, merci beaucoup, Yaorana. Et je suis très heureuse de te rencontrer du coup, parce que effectivement, dans les recherches qu'on a pu faire, il faut savoir qu'en Polynésie, justement, le fait d'avoir perdu notre histoire, le fil de cette histoire-là, beaucoup pensent que le tapa est seulement originaire des îles Marquises. Et j'arrête pas de dire, on en retrouve jusqu'en Ouganda, et jusqu'en Amazonie également. En Malaisie, on le voit sur le stand de la Malaisie. Et donc, on fait également du tapa avec du ficus et également avec l'arbre à pain. Le haouté qui est présent aujourd'hui, c'est un arbre également qui vient d'Asie du Sud-Est. Nos ancêtres sont venus avec en pirogue. Et on fait également avec du Ficus tinctoria. Donc c'est le mati. Les baies, on les utilise pour la couleur. Mais les branches, on les utilise pour faire du tapa encore plus blanc que celui que je porte. Mais effectivement, la famille des ficus font également partie de ce qu'on travaille en tout cas. Donc je suis contente. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une interrogation sur le sujet qu'on vient d'aborder?
Non, eh ben, c'est que vous avez été complets tous les deux alors. Hein. Une fois de plus, on peut les applaudir. Merci vraiment pour ce partage ce matin. Je rappelle qu'on peut, Inatea, vous retrouver, donc vous êtes exposante ici hein, sur le banquet Outre-mer. On peut voir, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, ce que l'on a là en photo. Et la même chose pour Rodrigo, on peut voir donc ces créations-là qui sont sous nos yeux, ici même sur le banquet du Brésil. C'est au centre hein, du Grand Palais, ici, la nef centrale. Vous allez retrouver cela facilement. Merci vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin et on va se retrouver cet après-midi à 15h30 pour une autre conférence consacrée cette fois-ci au marché nord-américain. Vous avez tout le programme des conférences durant ces jours du Salon Révélation juste ici à l'entrée de cet espace. Merci de votre attention et à tout à l'heure.